Lundi 3 août, heureuse de vous retrouver pour de nouvelles éditions d'information à la une ce soir. De 242 à 963 nouveaux cas de cancer par an en 3 décennies. Une progression qui interroge autant sur les facteurs en cause que sur l'efficacité de la prévention et du dépistage. Nous en parlerons avec la directrice de l'Institut du cancer, Dr Teanini Temata Hotoa, et l'invité de la rédaction. À Papara, 18 anciens employés de Newrest restent dans l'attente d'une décision de justice et maintiennent la pression. S'ils s'interrogent encore sur l'entité qui devra les reprendre, la restauration scolaire, elle, sera assurée depuis Faa. De la mer à la route, Vaiatuanui-Picard vit à 100 à l'heure. À la presqu'île, le jeune pêcheur enchaîne les kilomètres avec la même détermination. Malgré des moyens limités, il rêve de rejoindre un jour les meilleurs pilotes de slalom. Du nouveau dans l'affaire du meurtre de Heirani Taruaura Raiatea. Les 2 suspects ont été présentés vendredi à un juge d'instruction. La principale mise en cause, qui se présente comme la maîtresse de la victime, a été mise en examen pour assassinat, des faits qui auraient donc été commis avec préméditation. Le second suspect est poursuivi pour complicité. Tous 2 ont été écroués à Noutania. Plus d'informations à lire sur tntvnews.pf. Autre fait divers à retrouver sur notre site internet, un nouveau décès sur les routes de Tahiti. Un conducteur de 2 roues a perdu la vie cet après-midi dans un accident à Faa. Un mal qui ronge la santé d'un nombre croissant de Polynésiens, le cancer. La tendance à la hausse se confirme dans le nouveau rapport du registre des cancers. Comportement à risque, dépistage tardif, les chiffres rappellent l'urgence d'agir. Rarahuma Achiong. En Polynésie, le cancer progresse. Entre 2019 et 2021, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 11% par rapport à la période 2015-2019. Une hausse liée au vieillissement de la population, mais aussi aux habitudes de vie. Plus d'un adulte sur 2 est obèse, près de 6 sur 10 sont sédentaires et 1 sur 3 fument. Chez les femmes, le cancer du sein reste le plus fréquent, avec 198 nouveaux cas par an. Un quart est découvert à un stade avancé, car moins de 4 femmes sur 10 concernées participent au dépistage organisé. Autre signal préoccupant, le cancer de la prostate progresse chez les hommes et arrive en tête avec 139 nouveaux cas chaque année. Près d'un tiers est également diagnostiqué tardivement. Le cancer du poumon reste le plus meurtrier chez les hommes et le deuxième chez les femmes. Près de 2 cas sur 3 sont aussi détectés à un stade avancé. Pour améliorer la prévention, les mammographies sont désormais prises en charge à 100% dès 45 ans. Le pays veut aussi renforcer la vaccination contre le papillomavirus qui peut déclencher plusieurs cancers et envisage un dépistage organisé du cancer colorectal. L'enjeu du futur plan cancer sera donc d'inciter davantage de Polynésiens à se faire dépister. Derrière ces statistiques, il y a des individus et des familles touchées par la maladie. Depuis les premières données recueillies en 1985, le nombre de cancers diagnostiqués en Polynésie ne cesse d'augmenter. La prévention et le dépistage sont plus que jamais des enjeux majeurs. On en parle avec la directrice de l'Institut du cancer de Polynésie française, Dr Teanini Temata Hotoa. Bonsoir docteur. Yorana. Alors, les chiffres que l'on vient de citer apparaissent dans le dernier rapport du registre des cancers. Et pourtant, ils datent déjà puisqu'ils couvrent la période 2019 à 2021. Pourquoi un tel décalage ? Alors, ce que déjà on peut préciser, c'est qu'au niveau de l'Institut du cancer, on a des chiffres qui sont un petit peu plus récents, 2022, 2023, et on est en train de coder 2024. Donc là, le rapport, on a voulu le publier pour qu'il couvre la période Covid, parce que c'était important pour nous de savoir est-ce que c'était une période où c'était différent au niveau du cancer, est-ce qu'il y a eu justement des diagnostics plus tardifs, voilà. Et finalement, alors le constat, comme on l'a dit, n'est pas forcément très bon, mais il n'a pas été pire pendant la période Covid. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un registre, justement, il y a toujours un petit décalage par rapport à l'année en cours ou même l'année d'avant,
parce qu'on revient sur chaque dossier de patient pour vérifier que c'était bien un cancer, quel type de cancer, les traitements et surtout la survie au bout de quelques années. Donc si on sort les chiffres trop vite, le risque c'est qu'ils ne soient pas justes, pas bons ou pas assez développés. Donc il faut des chiffres consolidés, mais les derniers chiffres tout de même, est-ce qu'ils confirment cette tendance à la hausse? Oui, jusqu'en tout cas 2023, donc c'était il n'y a pas si longtemps. Oui, le cancer continue à augmenter, environ 5 à 8% par an. C'est une tendance mondiale. On parle de la Polynésie là, mais c'est dans le monde entier qu'on constate cette augmentation. Et un des premiers facteurs, enfin une des premières causes, on l'a dit dans le reportage, c'est le vieillissement de la population. Puisque la plupart des cancers sont découverts après 50 ans. Notre population change et donc si on a des personnes plus âgées, on peut avoir plus de cas de cancer. Mais ce n'est en effet pas la seule cause. Et justement, au-delà du vieillissement de la population, plusieurs facteurs de risque sont bien identifiés, bien connus de tous, de la population également. Le tabac, l'alcool, l'alimentation, la sédentarité ou encore l'obésité. Le pays a récemment renforcé sa lutte contre le tabac, contre les produits du vapotage également. Quelles sont les autres priorités en matière de prévention ? Alors, on en a parlé aussi, la vaccination contre le papillomavirus, mais aussi contre l'hépatite B qui peut donner des cancers du foie. Et sur l'alimentation, au-delà de l'obésité, il faut vraiment faire attention à quel type d'aliment, puisque, par exemple, le cancer du côlon est causé par la charcuterie, la viande rouge. Donc, encore une fois, c'est des choses qu'on recommande de manger qu'une fois par semaine et beaucoup de fibres. Et la sédentarité, c'est vraiment un point sur lequel on insiste parce que, par exemple, sur le cancer du côlon, l'activité physique, alors c'est pas que faire du sport, c'est aussi marcher, nager, danser, avoir une activité physique régulière. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la voiture, ça réduit fortement son taux de cancer du côlon. Donc, et là, la nouvelle loi tabac, normalement, devrait permettre, j'espère, d'avoir des résultats, mais ça ne sera pas tout de suite, ça sera dans plusieurs années. Donc, ce qu'on met en place aujourd'hui, on va le voir dans quelques années. Et les changements des chiffres aujourd'hui, c'est malheureusement ce qui s'est passé il y a 10-15 ans, c'est-à-dire, voire même encore avant, c'est un changement progressif de notre mode de vie. On bouge moins, on prend la voiture, on mange différemment, on fume de plus en plus ou on boit de l'alcool. Et donc, ça se voit aujourd'hui. Et j'espère que pour les générations à venir, on arrivera à améliorer ça. Et pourtant, on a l'impression de répéter encore et encore le message. Des campagnes de prévention sont menées. Est-ce qu'elles portent réellement leurs fruits ? Alors, on va dire que c'est vrai que sur les campagnes de prévention, c'est plus compliqué. Déjà, ça ne dépend pas que de la santé. Comme je dis, prendre moins la voiture, il faut qu'il y ait des transports qui soient permis ou de pouvoir prendre le vélo. Quand manger bien, il faut que ça soit accessible pour les gens, notamment pour les gens des îles. Est-ce qu'ils ont accès à tous les légumes ? Est-ce que c'est facile aussi ? Parfois, c'est plus facile et on ne jette pas la pierre aux gens d'aller manger à la roulotte que de devoir faire les courses, surtout avec notre quotidien. Donc en fait, c'est bien que la santé le dise, mais c'est une vision de société en fait qui doit changer. On éduque les enfants parce que c'est eux la société de demain. Mais il faut aussi que nous tous, on en soit persuadés. On soit persuadés qu'il faut le faire parce que on est tous, des fois, on a envie de faire plein de choses, mais on se dit, finalement, dans mon quotidien, c'est pas facile, j'y arriverai pas, donc on laisse tomber. Donc il faut vraiment que toute la société se sente concernée par ça. Alors, il y a des avancées, vous venez d'en parler avec la vaccination contre le papillomavirus, mais aussi en matière de dépistage, autre chose, la prise en charge des mammographies dès 45 ans, un abaissement donc du seuil de l'âge. Les autorités insistent cependant sur la nécessité d'aller encore plus loin. Comment convaincre les Polynésiens de se faire dépister ? Alors, sur la mammographie, c'est vrai que, par exemple, une fois qu'on en a installé aux Marquises, on a vu que le taux de participation était facilité. Donc, on ne pourra pas installer des mammographes partout dans les îles, mais par contre, faciliter l'accès aux femmes à un mammographe. Donc, par exemple, il y a un programme Tarona Tere qu'on a mis en place avec les communes. C'est, même sur la commune de Tahiti, il y a beaucoup de femmes qui ne vont pas se faire dépister. Donc, si la commune les emmène en bus, elles pourront plus facilement y accéder. Donc, en fait, c'est d'allier le discours à l'action et de dire aux gens, allez vous faire dépister, mais aussi de les accompagner dans ce dépistage, leur offrir un transport, les inciter à le faire, peut-être même des fois prendre rendez-vous pour eux. C'est quelque chose qui permet de vraiment déclencher l'action et après que les femmes y aillent et se disent, finalement, je vais dire à toute ma famille de le faire. Alors, docteur, vous parlez du relais que sont les communes. Ça a justement fait l'objet d'une des recommandations du dernier rapport de la CTC en matière de santé publique. Un rapport dans lequel 7 recommandations ont été formulées, notamment sur la lutte contre le cancer, parmi lesquelles
renforcer la filière de soins en oncologie grâce à une coopération accrue entre le CHPF et l'Institut du cancer. Où en est-on aujourd'hui? Y a-t-il du mieux? Alors c'est vrai que si on dit aux gens d'aller se faire dépister, après il faut pouvoir bien les prendre en charge au niveau du soin. Et la coordination c'est essentiel, alors que l'hôpital, l'ICPF, mais aussi les structures privées et les îles et la direction de la santé. Donc oui, en tout cas tout le monde se met autour de la table pour travailler. Hein. La finalité c'est le patient, c'est que c'est déjà un parcours complexe, difficile, qu'on a du mal parfois à anticiper parce qu'on a tellement peur en fait de ce qui va nous arriver que des fois il faut partir, que si nous les soignants on se met tous ensemble pour accompagner le patient et faire que ce parcours soit le plus fluide possible, on va y arriver et je pense qu'on est tous partis pour le faire. Dorothée, merci d'avoir été avec nous ce soir et merci pour ces messages qui on espère seront entendus. Le bras de fer se poursuit autour de la cuisine centrale de Papara. Un mois après la fin du contrat entre la commune et Newrest, le sort de 18 salariés reste incertain dans l'attente d'une décision de justice. À quelques jours de la rentrée, le Tavana assure que les repas des élèves seront préparés depuis les cuisines du siège de la société à Fa'a. Le point avec Laure Philibert et Mataï Horey. Ils se sentent invisibles. Les 18 anciens employés de Newrest Catering ont installé un sitting ce matin devant la mairie de Papara. Un mois après la fermeture de la structure, ils ignorent toujours qui, de la commune ou de la société, doit les reprendre. On est un peu délaissé par rapport à tout ça. Et puis voilà, on ne sait pas trop on va où, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? On attend le maire qui est jamais venu nous voir. On attend juste ça, qu'ils viennent un peu en parler, discuter un peu pour l'avenir de la cuisine, quoi. Ils passent comme ça et puis ils nous laissent, ils nous ignorent. C'est compliqué et stressant aussi. Je sais pas comment vous dire ça, déçu, quoi. Pour le maire, la situation est au contraire très claire. Seuls des anciens employés dépendent de la commune. Je ne discute pas avec des gens qui font du forcing et qui mettent la commune en chantage et surtout avec les enfants au milieu. Il fallait réfléchir avant. Donc ce sont des familles de Papara. Ils auraient pu venir nous voir, discuter avant d'aller en grève. Quant à la restauration scolaire, c'est le siège de Newrest, situé à Fa'a, qui en est chargé. Pas plus tard que la semaine dernière, Newrest nous a contactés pour nous demander le quota de nos élèves, donc le nombre d'élèves inscrits à Papara, parce qu'ils se doivent de fournir des repas à la commune de Papara. Le site va être réutilisé à bon escient déjà et on trouvera les entreprises qui voudront bien reprendre ce site. Si la grève démarrait il y a 1 mois et demi, elle est terminée, le sort de ces 18 employés n'est pas scellé pour autant. Actuellement, ils ont leur contrat de travail suspendu du fait que la commune qui doit les reprendre ne veut pas les reprendre, donc leur contrat est suspendu. Et cette suspension va être débloquée par la décision du tribunal. Je pense que peut-être d'ici la fin du mois d'août, on aura une décision sur ce point-là. Le maire, il prend ses responsabilités, tout ça, par manque d'expérience peut-être. En l'absence de concertation, les travailleurs ont prévu de tenir un sitting tous les jours jusqu'à la décision du tribunal administratif. Les élèves ne seront pas les seuls à faire leur entrée en classe. 44 professeurs polynésiens sont de retour sur le territoire pour enseigner à leur tour leur savoir. Un chiffre en constante progression malgré quelques filières aujourd'hui saturées. Nicolas Pérez sur des images et interviews de Sam Teinaouré. Comme le veut la tradition, les nouveaux professeurs et personnels éducatifs destinés au second degré ont été reçus par les autorités du pays. Alors cette année, nous avons le plaisir d'accueillir 153 personnels nouvellement mis à disposition, des enseignants essentiellement, mais aussi des CPE, des psychologues et des inspecteurs et des personnels de direction. Alors ce chiffre est en baisse, puisque les postes sont de plus en plus pourvus par les Polynésiens. Il y a 3 ans, nous étions à 280 personnels mis à disposition. Preuve que les efforts des autorités se vérifient sur le terrain, dans un pays où l'affectation des jeunes Polynésiens sur l'Hexagone est un sujet sensible. Nous avons 44
originaires du Fénois qui reviennent en Polynésie française. Parmi eux, certains effectivement ont fait le choix de vivre une expérience en dehors de la Polynésie française, et pour d'autres, c'est parce qu'au moment où de la prise de fonction, il n'y avait pas forcément de place et qu'aujourd'hui, des postes se libèrent. Donc il faut composer avec l'ensemble de ces données. Un retour possible selon les filières. Si le français ou les mathématiques sont saturés, il reste néanmoins d'autres spécialités à combler. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir à développer plus de formations de courte durée post-baccalauréat qui permettraient à des étudiants de se présenter au concours de professeurs de lycée professionnel. C'est un manque et c'est essentiellement lié, je pense, à une offre de formation insuffisante dans ce secteur-là, dans le post-baccalauréat. Et là, il y aurait un vrai travail à faire avec l'Université de Polynésie pour essayer de mettre en place des dispositifs de formation post-baccalauréat, mais orientés vers l'enseignement et la voie professionnelle. Pour Christina, jeune professeure d'espagnol, son retour s'est fait rapidement grâce à sa spécialité qu'elle éprouvera sur l'île de Tubuai, aux Australes. Elle qui a choisi l'enseignement dès son plus jeune âge. J'ai voulu enseigner à partir de ma 6e. J'ai eu de merveilleux profs qui m'ont inspirée et depuis, c'est comme une vocation. Et donc, je suis fière d'arriver aujourd'hui jusque-là. Et c'est un message aussi pour les jeunes Polynésiens. Donc, quand on veut, on peut. Après ces 153 professeurs titulaires, ce sera au tour des professeurs stagiaires du CAPES du Fénois d'être reçus ce mercredi par les autorités. Des bancs de l'école au baquet de pilote à Taravao, Vaiatuanui Picard fait ses gammes sur les routes du Belvédère. Pêcheur de métier et passionné d'automobile, le jeune homme se donne les moyens de rejoindre un jour les meilleurs. Huanui Atuahiva, Heiruatuahu et Lina Leray l'ont rencontré. Attachez vos ceintures. C'est un passionné d'automobile qui vit à 100 à l'heure. Vaiatuanui Picard a commencé cette année le sport automobile avec notamment la course du Belvédère en début d'année et le slalom de Whareute hier soir. Malgré le peu de moyens qu'il a à sa disposition, il souhaite continuer à vivre pleinement sa passion. J'ai commencé d'abord par être un spectateur. Après, petit à petit, il me dit seulement « lance-toi dans les courses aussi avec nous ». Après, j'ai eu cette voiture-là avec mon tonton de derrière, il m'a donné. J'ai rien fait dessus, j'ai juste regardé ce qu'il faut faire, mais sinon, j'ai pas un gros moteur comme tout le monde. Je fais petit à petit, je me débrouille. Avec peu d'expérience au volant, il est encore loin des podiums, mais dans ce milieu, il peut compter sur les conseils des anciens et l'esprit d'entraide qui anime les pilotes. Il y a beaucoup qui viennent voir ceux qui viennent d'arriver. Fais attention, tu vas pas là, tu vas pas là. Fais attention ici, tu peux taper dedans, là tu peux entrer, là tu entres. C'est bien, ils nous aident en même temps les petits. La mère de Vaiatuanui, Augustine, est consciente que les pratiques de son fils ne sont pas sans risque. Mais face à cette passion pour les sports extrêmes, que ce soit en mer ou sur piste, sa mère lui apporte un soutien sans faille. Pour la première fois, ça m'a fait peur, mais en même temps, j'étais fière. J'étais fière de mon fils. Aujourd'hui, on le soutient aussi parce que c'est son sport, il aime ça, il aime la vitesse, il aime la pêche. Alors on ne peut pas le contredire. Après des heures d'entraînement passées sur son terrain de jeu au plateau de Taravao, c'est sur le bitume de Papineau que Vaiatuanui pourra démontrer sa progression lors du slalom de Nive en octobre prochain. Lui avance au gré du vent et des courants. Son nom vous dit peut-être quelque chose. Yann Quenet est en escale à Tahiti au cours de son deuxième tour du monde à bord de Baluchon, une embarcation de seulement 4 mètres de long. Thomas Chabrol, Mika Delattre et Tauhiti Taunua Moussan sont montés à bord. Baluchon a trouvé facilement une place le long de ce ponton. Difficile d'imaginer que le navigateur Yann Quenet vient de traverser le Pacifique à bord de ce petit voilier. Direct de Baluchon, nous sommes sur l'île de Wapau, aux îles Marquises. Donc j'ai fait le plein de... On m'a donné ce matin, les gens sont vraiment très gentils. On m'a donné des pamplemousses, des mangues, des citrons, il y a tout un tas de trucs. Après une escale aux Marquises, le navigateur est arrivé hier à Tahiti, accueilli au Yacht Club de Haroué. Yann Quenet n'en est pas à son premier exploit. 6 ans après un premier tour du monde, il est reparti pour une nouvelle boucle. Je me suis tellement éclaté pendant ce tour du monde, là, je suis vraiment fait pour ça, pour me balader sur mon petit bateau. Tant que l'état de grâce dans lequel je me trouvais, me balader comme ça, perdurait, il fallait que je continue.
Et puis c'est vraiment un plaisir pour moi de naviguer sur mon petit bateau. Tahiti, une étape importante, la moitié du voyage est désormais derrière lui. À bord de baluchon, chaque centimètre carré est optimisé. Le pilote automatique tient la barre pendant que le navigateur s'occupe en prenant son temps. Il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'une fois qu'on a le pilote automatique qui est réglé, on part sur des jours et des jours de navigation. Donc il faut s'occuper. Principale occupation, j'ai des Rubik's Cube et quelques casse-têtes. Et puis surtout, je lis beaucoup. J'ai une liseuse avec des milliers de livres. Donc c'est assez sympa. Puis je contemple la mer. Finalement, on ne s'ennuie pas vraiment. Ou on s'ennuie, mais j'adore m'ennuyer. Donc. Sous les banquettes et dans des petits bidons étanches, toute sa vie est rangée. Nourriture, vêtements, outils. Dans cette cabine minuscule, Yann Quenet vit pendant des semaines sans escale. Sur une cloison, des dizaines de traits au feutre. Ce sont les jours passés en mer. La plus longue traversée a duré 77 jours. Et puis là, j'ai un appareil qui détecte les cargos. Quand il y a un cargo dans le coin, ça sonne. Et donc, je sors de là, puis je peux manœuvrer pour l'éviter. Parce qu'eux, ils ne me voient pas, évidemment. Au Yacht Club de Tahiti, Yann Quenet est presque un habitué. Son premier passage avait déjà marqué les membres de l'association qui suivent aujourd'hui son aventure avec enthousiasme. On est toujours admiratif face à de tels personnages. Et puis Yann fait partie de ces marins atypiques puisqu'il arrive, il prévient pas, il arrive, il dit coucou, je suis là. Et quand on apprend à le rencontrer et qu'on apprend son histoire, on est juste fasciné et stupéfait aussi parce que les distances sont incroyables, quoi. J'ai l'impression que de port en port, l'histoire de Baluchon, en fait, se raconte à travers les pontons. Finalement, on est des milliers maintenant à le suivre. Le navigateur restera encore quelques semaines à Tahiti avant de reprendre la mer en direction de la Nouvelle-Calédonie. Yann Quenet n'a jamais souhaité battre un record, mais continuer à voguer simplement au gré du vent et des courants. Et on souhaite déjà bon vent aux navigateurs et on clôture ainsi cette édition d'information. Dans quelques instants, vos programmes culinaires locaux et 2 épisodes de la série NCIS Los Angeles, puis un nouveau numéro d'enquête exclusive. Restez avec nous. Belle soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.